Alors, je vais vous montrer un extrait du petit film que j'ai fait sur ma sortie de samedi matin. J'ai donc assisté aux conférences et à l'atelier. En fait, l'atelier, j'ai pas pu participer parce que je voulais participer à l'atelier Shiatsu, mais tout était déjà pris. Et en fait, l'atelier, il y a eu un atelier en plus. Il devait y avoir un atelier sclérose en plaques et alimentation, sclérose en plaques, handicap invisible. Et il y a eu en plus une conférence sur les aidants et sur la vie intime et sexualité qui devait être de part d'un atelier et qui est devenu une conférence. Donc moi je suis restée dans la salle de conférence. Je suis arrivée avec du retard. Et du coup on a raté la première conférence sur l'alimentation. On est arrivé au moment où ils ont posé des questions. Donc il y a donc d'abord eu sur l'alimentation, après il y a eu sur le handicap invisible qui était animé par une neurologue, une jeune neurologue. Et ensuite, moi j'ai posé la question en fait sur le problème parce qu'elle a parlé du syndrome des jambes. J'ai posé deux questions à la neurologue. D'abord, je lui ai demandé quelle différence vous faites quelle différence faut-il faire entre le syndrome des jambes sans repos et les douleurs neuropathiques. Comment on peut savoir si c'est parce que ça a l'air d'être proche quand même. Alors je lui ai donné mon exemple. Parfois, pour me coucher, c'est difficile de dormir parce que je sens, j'allais dire une impatience dans les jambes. Je suis pas, c'est comme si, bon, en dehors de douleurs neuro claires qui sont type une brûlure ou l'impression d'avoir l'électricité dans les jambes, là ça me fait l'impression que le drap que je sens posé sur les orteils il pèse 10 tonnes, quoi. Enfin, il me dérange. Et donc, du coup, j'ai tendance à vouloir bouger les pieds, bouger les jambes. Et elle me disait, écoutez, si vous avez un soulagement en bougeant les jambes, c'est le syndrome des jambes sans repos. Je lui dis, mais écoutez, oui, ça me soulage, mais d'un côté, dès que j'arrête de les bouger, ça revient, quoi. Et elle me disait, de toute façon, on peut traiter de la même manière, donc c'est pas grave, quoi. Que ce soit l'un ou l'autre, dans les deux cas, c'est soigné pareil. Et ok. Et après, la deuxième question, c'était, je lui ai demandé pourquoi vous mettez, j'ai pas dit pourquoi, j'ai dit, j'étais surprise que vous ayez mis les troubles urinaires et les troubles de sphincter de type constipation dans les handicaps visibles. Et elle m'a dit c'est parce que si je devais parler de la constipation, j'en ferais toute une conférence. Donc c'est pour ça qu'elle les a pas mis dans les handicaps invisibles. Donc elle a parlé essentiellement de la fatigue chronique et des douleurs. Voilà. C'était intéressant. Personnellement, j'ai rien appris, mais c'est bien animé. Ensuite, il y a eu sur les élans, ce que j'ai préféré comme conférence, peut-être parce que j'ai participé. En fait, si je sais, j'ai préféré cette conférence parce que ils n'ont pas fait un monologue en fait. C'est-à-dire que contrairement à la dernière intervention qui était les conférences sur j'allais dire la santé intime, l'affection, la vie affective et sexuelle des handicapés, qu'est-ce que je raconte? Voilà, il est tard, je dis n'importe quoi. Des personnes qui ont la sclérose en plaques. Et c'était un peu trop monologue en fait. La personne a récité son truc. Ça manquait d'exemples, ça manquait d'animation. J'aurais préféré qu'ils fassent un temps de pause comme ils ont fait pour la conférence sur les aidants, où ils posaient des questions, on pouvait interagir. Là, c'était qu'à la fin de la conférence. Voilà. Et donc, j'ai rien appris sur cette conférence. Mais par contre, ce que j'ai appris, c'est sur la conférence des aidants. Je me suis rendu compte, en ayant revu mon témoignage, que finalement, c'est pas du tout la même considération de nos jours que il y a 30 ans pour les aidants familiaux. Moi, il y a 30 ans, quand mon père a eu son accident, alors bizarrement, vous allez voir dans ce témoignage, j'ai dit il a eu un accident de la route, alors que pas du tout, il a eu un accident de deltaplane. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et il y a 30 ans, donc j'avais 21 ans,
Ouais, attends, c'est plus que 30 ans alors. Attends, n'importe quoi. Il y a 35 ans. Waouh. 35 ans. Bref, quand mon père a eu son accident, le deltaplane, il est resté 3 mois, non, 3 semaines dans le coma. Et après plusieurs mois en centre de rééducation, ma mère m'a imposé mon père, en fait. En plus, il était plus ou moins séparé à l'époque, et j'avais dit, pourquoi est-ce que tu divorces pas? Pas bien, ça, que ça. Et parce qu'ils étaient séparés déjà, alors je me dis, pourquoi non, je peux pas quitter ton père, parce que moi, on m'a abandonné quand j'étais petite, et donc du coup, je peux pas. Je dis, très bien, mais bon, c'est ton mari, c'est pas à moi de... Alors bon, naturellement, je l'ai aidé, j'ai aidé mon père, je regrette pas ce rapprochement, parce que moi, à l'époque, j'étais pas bien, mon père, je le supportais plus. Quand il a eu son accident, quelque part, ça m'a soulagée, parce que, enfin, bref. Dans mon témoignage, j'expliquais que, finalement, ça a beaucoup changé pour les dents, parce qu'à l'époque, ben, au tout début, faut savoir que il n'y avait pas d'aide, d'ailleurs, on s'est débrouillé comme on a pu. Et j'ai retrouvé des anciennes vidéos, il y a un moment donné où je l'avais montré à mon aide de vie, où bah, on n'avait pas de fauteuil roulant pour mon père, on n'avait pas ni médicalisé, il n'y avait pas d'infirmier qui venait, tout était sur nos épaules, à ma mère et à moi. Et quand j'ai commencé à aller à la sclérose en plaques, ça devenait compliqué. Et quand ma mère a déclaré la maladie Charcot, c'était le pilier de la famille, et du coup, on se retrouvait, mon père et moi, quand même démunis, quoi. Pendant un mois, avant que j'obtienne les aides de vie, grâce à un neurologue qui avait vu ma mère à l'époque, où là, tout s'est enchaîné très rapidement. Ben, pendant un mois, j'étais là, c'est moi qui faisais tout, quoi. Que je devais aller faire les courses, que je devais faire le ménage. Heureusement, j'étais plus en forme que maintenant. Mais ça a été, à la fin, je me disais, mais il faut, je savais plus, je vais appeler les journaux locaux, je vais appeler, enfin, la presse. Je vais me casser la gueule devant ma mère pour qu'elle se rende compte que je ne peux plus. Puis bon, par chance, il y a eu après les aides de vie, mais c'est devenu pas plus possible pour moi, quoi. Et ce qui est bizarre, c'est que quand mon père, en 2019, il a été... il est parti en maison de retraite médicalisée, au début, j'avais du mal. Je me souviens, des fois, je me mettais à pleurer. J'étais seule dans cette grande maison, là, où j'avais encore tous les souvenirs. Et quand mon père est parti, j'ai pas poussé autrement parce que ça devenait infernal tout seul avec mon père. C'était des fois il me réveillait à 2h du matin, on a fait ça, on n'a pas dîné. J'ai dit si papa, on a dîné. Enfin tout c'était comme ça, mais il y a un moment donné où quand il est parti, quand je voyais comment ça se passait en maison de retraite, je me suis dit mais il s'occupe pas bien de lui et tout. Et puis finalement je disais il faut qu'il revienne. Puis finalement je dis non finalement. Mais il a fallu du temps, quand même. Il a fallu du temps pour arrêter ce rôle d'aidante, quoi. Et dans le reportage, j'explique finalement, au départ, c'était un rôle naturel que j'ai pris. Et on a appris le métier sur le tas, comme ça. Et finalement, comme je l'ai dit dans le témoignage, finalement, c'était devenu un métier pour moi. Parce que j'étais pas rémunérée, mais voilà. Bref, je vous laisse regarder donc le témoignage que j'ai fait. Et c'était émouvant quand je revois le reportage, parce que le témoignage, je suis un peu fatiguée, je viens de le dire. Là, il est 23h. Et mais je voulais vous présenter la vidéo avant de vous mettre le témoignage. C'est un témoignage, voilà. Oui, c'était émouvant parce que tout le monde a applaudi à la fin. Ça a fait quelque chose. Comme s'ils se rendaient compte, finalement, quand je dis, la question c'était quel est l'impact sur la vie des dents. Je dis, mais pour moi, ça a été, j'ai eu l'impression de m'être sacrifié, quoi, pour aider ma mère, pour aider mon père. En fait, pour aider ma mère à aider mon père. Voilà, et ça s'est passé comme ça parce que moi-même, j'avais pas ma vie à cause de la sclérose en plaques. Enfin, c'est quand même lourd, hein, quand on voit, comme je disais, j'ai été aidante à une époque où je ne savais pas que j'étais malade, alors que j'étais déjà malade sans le savoir. J'ai aidé mon père, j'ai aidé ma mère m'a aidé, et maintenant je suis aidée par des aides de vie professionnelles. Et je disais, gros souci, c'est que ma mère, quand je lui disais, alors, fais-toi aider. Non, parce que personne ne peut faire ce que nous on fait. Il y a
personne d'autre qui peut aider ton père aussi bien que nous. Peut-être maintenant, mais laisse faire les professionnels, ils vont finir par comprendre comment ils fonctionnent et tout. Et ça, c'était infernal. Elle voulait pas du tout déléguer. Et quand, je me souviens, elle a déclaré la maladie de Charcot, quand j'ai fait venir les aides de vie, parce que ça a été demandé par le médecin et que c'était pas possible de faire autrement, elle m'avait bien dit, comme elle a pu, parce qu'à l'époque elle parlait déjà plus, Christelle, les aides de vie, c'est pas pour moi, c'est pour toi, pour te soulager. T'es dans le déni, là, tu te rends pas compte dans quel état tu es? Voilà. Donc, toutes les personnes qui sont actuellement aidants, familiaux, faites attention à votre santé, à ne pas, comment dire, pour aider l'autre, il faut déjà s'aider un peu soi-même, il faut surtout pas se sacrifier pour l'autre, en fait. Ce qui est pas toujours évident, hein. Trouver le juste équilibre. Moi, ce que je peux dire par rapport à toutes ces années en tant qu'aidante de mon père et de ma mère après, c'est que souvent, la personne qui est aidée, je vais pas dire qu'elle en profite, mais elle se rend plus compte après tout ce qu'elle nous demande finalement. Comme ça peut être lourd pour nous des fois. Et ma mère pourtant elle dit toujours, je veux jamais être une charge pour vous, mais ça c'est dans les mots, mais en réalité, quand elle a commencé à pouvoir se débrouiller toute seule, moi j'ai fait ce que je pouvais pour l'aider, et elle me disait, un jour je me souviens, je l'ai aidée à se lever de sa chaise parce qu'elle voulait absolument boire au robinet parce qu'elle n'arrivait pas à boire autrement, sinon elle recrachait tout à cause de ma Charcot, elle avait une forme bulbaire. Et du coup, ma mère, elle faisait quand même 80 kilos, hein. Moi, à l'époque, je faisais 40, donc je sais pas si vous vous en rendez compte. Et je sais pas comment j'ai fait, je suis arrivée à la lever. Et là, il me remerciait, comme signe de remerciement, il m'a dit, Christelle, tu te sous-estimes. Tu te rends pas compte d'un moment ce que tu me demandes, là. Bref, voilà. Et donc, faut faire attention, si vous êtes aidant, c'est bien, mais il faut aussi mettre des limites, et il faut imposer des fois le fait qu'encore on peut plus, et se faire aider soi-même, quoi. Et donc, installer des aidants professionnels, quand on ne veut plus, et aider autrement, finalement. Aider, mais sans se sacrifier pour autant. Voilà, je vous laisse regarder mon témoignage. N'hésitez pas à commenter. C'est quiconque accorde une aide partielle ou totale à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Alors vous l'avez vu, hein, ça peut être sur des domaines très variés, des assistances physiques ou morales ou administratives, financières, enfin, on en a parlé tout à l'heure. Et je pense que c'est particulièrement important d'être conscient de son rôle d'aidant pour réussir à mobiliser éventuellement ce qu'on appelle l'aide aux aidants. Justement. Oui, merci. Et pouvoir solliciter éventuellement les dispositifs qui peuvent être à votre disposition. Donc, tu en as évoqué quelques-uns tout à l'heure, Mélissa, mais là on reprenait par exemple tout ce qui était les mécanismes de PCH, aide ménagère, les séjours de répit, qui permettent de mieux vivre son rôle d'aidant et surtout de le vivre d'une manière plus apaisée plus longtemps. Parce que le rôle d'aidant comporte un certain nombre de risques. Merci. À votre avis, quels peuvent être les impacts de ce statut d'aidant sur la personne? Je peux courir donner le micro. Ah, merci Sylvie. Bon, moi, je vais intervenir en tant qu'à la fois aidée et aidante. J'ai été aidante de mes parents pendant 30 ans. À 21 ans, mon père a eu un grave accident de la route, traumatisé crânien. Ma mère a dû arrêter son travail. Mais pendant le temps où elle n'a pas arrêté, j'étais là pour l'aider. Elle a pu reprendre grâce à moi. Et après, on a diagnostiqué la sclérose en plaques. Bon, ma mère est morte depuis la maladie de Charcot et mon père est en EHPAD. Donc, depuis que je suis toute seule, je suis plus aidante. Et pour moi, l'impact, il est énorme. Mais on s'en rend compte souvent après. Parce que quand on est dans le feu de l'action, je vais dire, l'aidant, il a tendance à s'oublier. Pour être honnête, en plus, moi, j'ai commencé très jeune, donc du coup, j'ai pris ce rôle sans me rendre compte que j'étais aidante. C'était naturel. Voilà. Et puis maintenant, on en parle, mais il y a 30 ans, on n'en parlait pas. Il n'y avait pas tout ça, même. Tout ce qui était les aides, même serait-ce qu'un infirmier, qu'un lit médicalisé, la PCH ou l'APA. On n'avait pas tout ça. Et moi, ma mère, elle ne voulait pas demander de l'aide. Je disais, ben non, personne ne pourra mieux s'occuper de ton père que moi, ou que toi. Et elle préférait déléguer ça à sa fille, que de faire appel à une aide extérieure. Et maintenant, moi, je suis aidée par des aides professionnelles, et je dois dire que c'est bien
aussi pour la famille, de ne pas oublier, c'est très bien qu'on s'entraide parmi les membres de la famille, mais il y a un moment donné où l'impact c'est aussi sur la santé des membres de la famille. Et que c'est bien de donner son temps, mais pas jusqu'au point de se sacrifier. Et moi, avec le recul, j'ai l'impression d'avoir quand même sacrifié un bon temps de ma vie, et je me dis, j'ai même pas pu travailler. Et je me suis dit, mais finalement, Christelle, ce que tu as fait, c'était un travail pour toi. Tout à fait. J'ai été aidante, voilà. Et donc l'impact, ça peut être sur la santé, et ça peut être dramatique. Parce qu'il y a un moment donné où, ma mère d'ailleurs, elle m'a l'a dit, hein, quand elle a eu la maladie de Charcot, elle m'a dit, tu sais Christelle, je sais qu'au fond de moi, parce que j'ai oublié mes besoins, mes désirs, et j'ai tout été focus sur ton père. Et au bout de 30 ans, ben, ça fait des dégâts. Elle a déclaré la maladie de Charcot. Voilà. C'est mon témoignage, c'est comme ça que je le vois. Et je pense que c'est bien aidé, c'est magnifique, je trouve ça super. Parce que moi, j'ai fait ce que j'ai fait moi, mes frères, ils l'ont pas fait, par contre. Mais n'oubliez pas, à un moment donné, de penser aussi à vos besoins, c'est important de ne pas s'oublier, quoi. Pas se sacrifier pour l'autre. Et pas hésiter à faire appel à des aides extérieures, à des professionnels. Maintenant, on y pense de plus en plus, parce que la société, enfin, on vieillit de plus en plus, on meurt de plus en plus tard. Donc forcément, les maladies type maladie de Charcot ou autres, de plus en plus de maladies chroniques existent. Enfin, voilà. Et donc, je pense que l'aidant maintenant, il a aussi son mot à dire. Il faut l'écouter. Je pense que il a une place à prendre. Je pense. Voilà. Merci. Bravo. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... Oui. Christelle, je t'ai bien enregistré. Oui, je suis dans un cas plus léger de ce que je viens d'entendre. En tant qu'aidant,